qui est humain en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres sur la 89.5. Si vous nous écoutez en bande FM, merci de nous regarder à la télé. C'est sur le canal 113 du bouquet Star Times, canal 779. Partout en Afrique, merci de nous suivre sur le canal 249, c'est sur le bouquet Canal+. Merci d'être en notre compagnie sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission Le Scanner. Vous pourrez également nous suivre via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store et Kavi Media, et vous êtes au cœur de nos programmes sur Facebook. Kavi TV, groupe Kavi Média, Ganga RTV relais en direct cette émission et sur l'ensemble synchronisé de nos réseaux. Merci une fois encore de choisir Kavi Média pour vous. Ce matin, le haut menu, il faut le dire, la Guinée et la Malaisie renforcent leur lien de coopération commerciale à travers l'huile de palme, ce produit agricole considéré comme élément clé du développement socio-économique de la Malaisie, fait vivre plus de 450 petits exploitants et joue un rôle essentiel dans l'économie nationale. Étant l'un des principaux producteurs et exportateurs d'huile de palme au monde, la Malaisie a réalisé des progrès très remarquables en matière de production durable d'huile de palme. La Guinée veut en tirer profit ou tirer profit de cette expérience. J'y arrive. Des échanges ont eu lieu à Conakry afin de créer un véritable cadre de coopération et d'échange d'expériences. Une démarche qui devrait permettre à la Guinée de suivre les traces de la Malaisie pour intégrer sa technique. La République de Guinée, qui possède des terres très riches, pourra désormais compter sur la Malaisie. On en parle dans cette émission Le Scanner. Dans les années 50, la culture était un bréviaire pour l'économie guinéenne avec une politique très forte. Les ensembles instrumentaux et orchestres engrangeaient des sommes importantes, contribuant ainsi au développement de la Guinée. Si certains groupes étaient plus populaires, les moins populaires ne se sont pas laissés absorber. À l'époque, les musiciens sont en grande partie des fonctionnaires, pour ne pas dire tous, du Bembea Jazz National, orchestre de l'ambiance, en passant par Keletigi, l'orchestre des grands, Bala et ses baladins, celui des intellectuels, le Horaya Band et de la tradition, jusqu'au Sofa de Kamayen, appelé orchestre des jeunes. La Guinée était sur le toit du monde culturellement parlant. À la mort de Sékou Touré, une nouvelle génération tente de reprendre le flambeau. On peut entre autres citer les espoirs de Coronti, les étoiles de Boulomine, j'en passe, sauf que chaque homme n'était égal qu'à son époque. Plus de 10 ans après, les orchestres nationaux et régionaux ont quasiment disparu. Dois-je avoir le même regret que l'âge Amadou Thiam, qui est convaincu que jadis, notre culture était la meilleure, elle était instructive et ça parlait des réalités, comme pour dire que c'est celui qui n'a rien qui se glorifie de son passé. Nous parlons culture ce matin, précisément de musique, et nous aurons la réaction d'un journaliste culturel, pas des moindres. Fodi Camara sera dans le scanner de ce mardi. Et dans la dernière partie, nous parlerons aussi de football avec le Sili national de Guinée qui joue son destin. L'équipe guinéenne qui est à quelques points de la qualification dans un groupe dominé par la RDC qui veut tout rafler dans ses éliminatoires CAN Maroc 2025. Deux matchs plus que décisifs s'ouvrent pour les 23 joueurs convoqués
par Michel Dussier. Un défi à relever pour le sélectionneur guinéen nommé dans un moment de forte turbulence. Contre la RDC le 16 novembre 2024, la Guinée n'a pas droit à l'erreur. À défaut d'une victoire, le Sili sera obligé de concéder le nul pour pouvoir battre la Tanzanie, pour pouvoir plus loin battre la Tanzanie lors de la dernière journée. Le football se promène avec son cortège de surprises et les observateurs avec des tonnes d'analyse. Les débatteurs s'y mettent dans la dernière partie de cette émission ce matin. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce mardi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Du lundi au vendredi, quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30, vous serez en compagnie de cette émission, le scanner de Kavi Média, l'émission de débat constructif qui vous parvient chaque jour, en tout cas, sauf les week-ends. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Ba Mohamed, le retour, il faut le dire. Abdallah Kamara, bonjour. Bonjour à l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs. Ça va ce matin? Très bien par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah, c'est le plus important. C'est le plus important. Ah oui, le reste, ce sont des détails. Oui, en tout cas. Allez, on parle de cette première actualité inscrite à l'ordre du jour. Cette fois, les gens seront étonnés, on parle d'huile de palme et notamment de commercialisation à Diallo avec l'accord, en tout cas, cette coopération bilatérale entre la Guinée et la Malaisie. Oui, il faut l'encourager. Les coopérations bilatérales rapportent mieux que les coopérations multilatérales, il faut le dire, parce que au niveau du multilatéral, vous avez une mosaïque de États qui sont dedans. Et les uns et les autres sont traités en fonction de leur capacité d'influencer un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas l'équité là entre les différents États. C'est le cas de l'ONU, c'est le cas de l'Union africaine, de l'Union européenne. Nous connaissons les principaux États qui pèsent sur ces institutions-là. Alors, quand c'est le bilatéralisme, je crois que c'est là où tous les États, toutes les deux parties doivent pouvoir comprendre que la Guinée puisse comprendre et cerner naturellement ce dont elle a besoin vis-à-vis de la Malaisie, vice-versa aussi pour la Malaisie vis-à-vis de la Guinée. Parce que de toute évidence, la Malaisie aura besoin de nous, premier État producteur de l'huile de palme dans le monde. Nous avons des terres fertiles dans notre pays ici. Naturellement, la Malaisie aura besoin de la Guinée dans ce sens-là. Maintenant, puisque nous avons nous aussi une ressource rare, c'est-à-dire la fertilité de ces différentes terres-là, notamment en Basse-Côte ici, mais aussi en Guinée forestière, on a besoin d'avoir une expérience, j'allais dire, beaucoup plus mûrie, pouvant permettre à la Guinée de bénéficier de toutes ces ressources-là. Parce que vous savez bien, l'huile de palme est très prisée chez nous ici, en République de Guinée ici. Maintenant, mais les conditions de production, quand même, laissent à désirer. Absolument, avec des moyens archaïques, il faut le dire. Donc, on ne peut pas, avec ces moyens-là, pouvoir produire et bénéficier de quelque chose. Alors, il faut pouvoir mécaniser complètement la production, le processus, j'allais dire, et pouvoir créer ce qu'on appelle beaucoup plus d'emplois. Et c'est en cela que nous allons pouvoir effectivement engranger des emplois dans ce secteur-là. Parce qu'on en a besoin. C'est en cela que nous disons ici, il faut privilégier, disons, l'industrialisation de notre économie. Quand l'économie est industrialisée, ça veut dire que l'État lui-même pourra tirer bénéfice de cette industrialisation parce que la chaîne de valeur va s'agrandir et on va essayer d'avoir beaucoup plus d'emplois. Je pense que c'est tout ce qu'un État sérieux veut, c'est de créer autant qu'on le peut des opportunités à la population, notamment aux jeunes, pour pouvoir décrocher des emplois. Je crois que c'est l'objectif final dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons suivi la réaction des uns et des autres. Nous pensons que la Malaisie est de bonne foi pour pouvoir accompagner la Guinée. Il appartient à nous aussi, à travers les projets que nous avons, à travers les cadres que nous avons, les ambitions que nous nourrissons, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les meilleurs partenaires.
Il s'agit d'être un meilleur partenaire. Ouais. Il faut que la Guinée accepte cela et que ceux qui sont impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de coopération puissent pouvoir, disons, s'inspirer de l'intérêt général et pourquoi pas créer supplémentairement, de manière supplémentaire, j'allais dire, des opportunités d'emploi pouvant permettre à la Guinée de sortir de cette situation. Nous avons dit tout, nous avons des tout. Et nous manquons de tout, c'est un paradoxe qu'il faut fondamentalement éradiquer pour que nous puissions bénéficier des ressources que nous avons ici. La Guinée est une terre très riche, c'est un État très riche, mais nous ne comprenons pas comme beaucoup d'États africains, c'est le cas de la République démocratique du Congo encore, qui est 10 fois plus riche que la Guinée, mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation absolument indescriptible. Donc il appartient à nous d'avoir tous ces paramètres-là, et de le mettre sur table pouvant naturellement aboutir, disons, à une solution définitive de ce que nous vivons dans notre pays ici. Cette coopération, elle est à saluer. Il faut multiplier les choses. Il faut essayer de voir, de répertorier ce qu'on appelle cette cartographie agricole, si elle existe, de la mettre à jour et voir, disons, quelles sont ces régions ou ces préfectures qui seront concernées. Bien. Et pourquoi pas essayer d'impliquer tous les acteurs concernés, puisque c'est en cela que nous pouvons aboutir à quelque chose de concret. Oui, il faut le dire. Et initiative à saluer ce matin, Mohamed Ba, le PM, l'huile de palme qui est consommée au niveau mondial à 80% pour l'alimentaire, 10% environ pour le comestique et dérivés et 10% environ pour les biocarburants. Donc ce ne sont pas que seulement dans les cuisines et autres qu'on utilise l'huile de palme, il faut le rappeler, au niveau de l'Union européenne, selon un rapport que j'ai sous mes yeux, l'huile est utilisée à 49% pour l'alimentation. Donc la moitié de l'alimentation européenne est alimentée par cette huile de palme. Donc initiative aujourd'hui à soutenir et surtout il faut faire comprendre à la population. Je prends juste un exemple avant de parler amplement sur le plan national, l'utilité, l'importance de l'huile de palme. L'un des produits les plus consommés sur le plan mondial, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au petit matin, retenez bien le nom, c'est Nutella. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une publicité. C'est Nutella. Et Nutella, c'est quoi? C'est l'huile de palme. Donc rien que cela, ça nous dit quelque chose. C'est que ce pays, on peut fermer tout ce qu'on appelle aujourd'hui mines en Guinée. On ferme toutes les carrières minières, toutes les carrières de bauxite, j'allais dire, à Boké, à Bofa, à Sangaredi, je ne sais où, à Kindia, à Fria, en Haute-Guinée, partout on a des mines, on ferme, on s'occupe, on se consacre réellement sur l'agriculture. Rien que ce secteur aujourd'hui en Guinée, on peut être l'Eldorado dont on rêve aujourd'hui de partir de faire ailleurs. La Guinée, c'est un trésor. Quand on le dit, c'est vrai, ça fait rire un peu certains. Quand on dit la Guinée, c'est un paradis. Mais c'est un trésor. C'est un diamant qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas rangé jusqu'à présent. Les secteurs aujourd'hui sur le plan agriculture, aujourd'hui dans tous les secteurs, quand on prend un à un, chaque secteur est capable de développer une partie de notre pays, une région, une préfecture donnée. On parle de palmier à huile, aujourd'hui de l'huile de palme, pardon. On parle de l'huile de palme. Surtout, c'est en Basse-Guinée et en Guinée forestière. Ces localités, il n'y a rien à dire en matière de, comme on l'appelle, de l'huile de palme. C'est des zones par excellence en matière de production de l'or rouge, si je peux l'appeler comme ça. L'État travaille, on parle de cette coopération entre la Guinée et la Malaisie. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une telle coopération entre la Guinée et ce pays. Le temps de Lansana Conté ici, en matière de riziculture, dans la région vers Bofa, je ne sais pas à Koba précisément, dans cette localité, c'est ce qu'on appelle, ses amis de la Guinée s'étaient investis dans ce domaine. Mais bon, Guinéen étant ce qu'il est, on n'a pas voulu donner de la valeur, une bonne suite pour qu'on arrive à développer. Parlant de l'huile de palme aujourd'hui, je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut en Guinée pour pouvoir développer ce secteur et développer la Guinée vraiment en partie à travers vraiment ce produit dans notre pays. Je pense que l'État, ce n'est pas signer de contrat juste, essayer de voir de passage, attirer l'attention des uns et des autres. Non, il y a une possibilité de développer ce secteur de l'huile de palme dans notre pays. Quand je prends l'un des premiers ministres de ce pays, qui n'est autre que Sidi Touré, qu'on a vu
Il a fait sa connaissance avec le président Lansana Conté. C'était autour de quoi? C'était à travers vraiment ses visites sur son terrain quand il quittait la Côte d'Ivoire, venir dans son colo natal ici. C'est quoi? Ce sont à travers ces hectares, ces dizaines et des dizaines d'hectares de palmiers qu'on trouve au bord de la route, sur la route nationale. Et ça, c'est quelque chose qui fait vivre beaucoup de personnes dans cette localité. Allez du côté de Bantama avec le président Lansana Conté. Dans cette localité, cette plantation de ce produit rouge que nous avons là, je pense que c'est une question de suivi dont on a besoin. Ce n'est pas un produit qui est étranger aux Guinéens. On sait ce que cela veut dire. On a essayé de dévier, politiquement parlant, dévier certains produits dont la communauté, la population au niveau local a une connaissance. La population a une connaissance en la matière. On a essayé de nous miroiter l'anacar, l'acazou ici, mais on sait que l'acazou, vraiment, la consommation, l'exploitation ne peut pas donner parce qu'en grande partie nous dépendons sur le plan international. Mais l'huile de palme, c'est toute la sous-région qui peut l'utiliser. Et nous avons des plantations et des plantations, tant sur le plan sauvage que sur le plan vraiment des semences germées qu'on a pu acheter et 3 ans, 4 ans, vous avez commencé à récolter. Et quand vous commencez à récolter, si ma mémoire est bonne, c'est pas moins de 2 fois par mois, par an, que vous pouvez faire la récolte. Du côté de Kindia, il faut voir ce que ça donne. Donc je pense qu'il faut pousser les gens à s'intéresser à ce secteur. Le départ, il te faut 1 an, 2 ans déjà, avec vraiment les semences améliorées, les semences germées. Vraiment, vous allez voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire vraiment des merveilles sur ce plan en matière de semences germées, comme on appelle des palmiers de ce côté. On peut faire la même chose aujourd'hui dans notre pays, développer ce secteur et vraiment ça va faire. Parce que là, ça ne sera pas comme les anciens, comme on appelle des palmiers longs qui peuvent te faire 3, 4 ou 5 mètres. Ce sont des palmiers nains qui sont là. Avec les palmiers nains, vous êtes arrêtés. Vous allez faire des années et des années arrêtés sur pied. Vous avez votre hache et vous coupez, c'est pas moins de 5, 6, 10, voire 11 que vous régime que vous pouvez tirer de là. Je pense que c'est une bonne chose en matière d'agriculture, mais aussi en matière de développement socio-économique de notre pays. Au-delà même des palmiers qu'on peut voir, c'est le développement économique. Parce que le marché international en matière de l'huile de palme, c'est un marché encore, je ne dirais pas qui est vierge, mais vraiment qui a cette capacité d'absorber la production au niveau national de la Guinée. Je pense que c'est une bonne chose, que l'État continue d'appuyer sur l'accélérateur dans ce secteur aussi. Et puis voilà, ça va nous permettre de se développer, ça va nous permettre à la Guinée de rehausser son produit intérieur brut, la production nationale, mais aussi ça va absorber beaucoup de jeunes qui vont sortir des écoles et qui n'ont pas où travailler à travers l'agriculture. Beaucoup de jeunes peuvent nous aider vraiment à développer ce secteur. Oui, développer ce secteur, Mohamed Lebas, une production annuelle globale estimée en 2021 à 80 millions de tonnes d'huile de palme. Ce n'est pas petit, s'il faut le dire. 80 millions, soit 62% de la production mondiale qui est exportée. Donc c'est comme dire que les pays exportateurs ou les pays qui producteurs d'huile de palme exportent presque. Là on peut citer l'Indonésie qui est première au classement, et puis vient la Malaisie et d'autres qui suivent. Et il faut quand même se dire que l'Indonésie et la Malaisie aujourd'hui quand même se disputent, disons, ces citoyens en ce qui concerne ce rang-là par rapport à la production de l'huile de palme. Au fait, quand on parle aujourd'hui, où on commence à parler... L'Indonésie, c'est 2 fois la production de la Malaisie. Vous comprenez? Non, en fait, les deux, vous savez... Se partagent le marché. Ils se partagent le marché. Sur le marché mondial, aujourd'hui, vous allez voir, même parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'exportation, et concernant la France, par exemple, une zone par excellence où cette huile de palme-là est souvent de l'Indonésie et puis de la Malaisie, disons, exportée. Il faut quand même se dire que ce sont des 2 géants aujourd'hui et qui se disputent quand même le marché mondial par rapport à la production. On ne pourrait pas finir de parler de l'utilité de l'huile de palme, même pas que de l'huile de palme, il faut parler de palme tout court. Il faut aujourd'hui faire un tour dans certains villages, c'est-à-dire en Basse-Guinée ici, pour comprendre combien de fois que cela constitue, disons, le socle, c'est-à-dire de développement pour certaines localités. Vous allez comprendre qu'il y a de certains villageois, de certaines préfectures qui ne vivent que de ça. Ils ne connaissent que de ça
Et ils ne connaissent que ça, ils ne vivent que de ça. Mais ça se passe comment? C'est de façon mécanique. Chez toi, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi il en parle. Mais ça se passe de façon très mécanique. Il faut le rappeler. Il faut le préciser. Je peux bien le faire. Hein. Bien. je peux bien le faire. Merci. Son guitare ou quoi? C'est bien cela. Il y a Baté à son guitare et puis voilà, il y a Tougui. On vous associe et puis voilà, on vous laisse. Vous allez comprendre aujourd'hui que ce sont des gens qui ont besoin d'organisation ou de réorganisation, de se réorganiser, qui ont besoin aujourd'hui de matériel, c'est-à-dire de dernière génération, pour pouvoir un peu se débarrasser de cette production à la main, la production mécanique qu'on a l'habitude de voir, même si aujourd'hui ce sont des personnes qui ont la volonté de produire beaucoup, mais on ne peut pas parce que tout se fait à la main. Parce que tout simplement, si vous regardez du début jusqu'à la fin avec tout le processus de production d'huile, vous allez comprendre qu'aujourd'hui que c'est cette coopération, moi j'appelle une coopération directe parce que ça se passe entre deux pays et directement parce que l'État, surtout la Guinée, il faut quand même toujours s'inspirer des grands pour devenir aussi grand. C'est aussi simple, ça n'a rien d'orgueil, ça n'a rien, disons, de faiblesse ou en tout cas, il faut aujourd'hui regarder les pays qui ont, c'est-à-dire qui se sont développés à travers un secteur. C'est ce qu'on dit ici souvent. Et nous avons cette opportunité aujourd'hui parce que l'huile de palme, c'est vrai que ça ne donne pas comme ça dans les 4 régions naturelles, mais il faut prendre aujourd'hui la basse Guinée, il faut prendre la Guinée forestière pour comprendre combien de fois que dans ces zones-là, tout simplement, la Guinée peut vraiment s'en sortir et très facilement parce qu'il suffit juste qu'il y ait... S'offrir une place de choix. Bon, c'est trop tôt de parler d'une place de choix, mais dans la sous-région, n'oubliez pas, il y a aussi le Nigeria et puis voilà, tout. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, quand on parle de la production d'huile de palme. Mais la Guinée peut quand même rehausser son niveau de production. Pourquoi pas aller demander ou soit se tirailler c'est-à-dire ces premières places ou deuxième, troisième place avec ces pays-là aujourd'hui? Parce que tout simplement, moi je me dis qu'on manque de politique. Si il y en a bien sûr une politique mise en place dans ce sens-là, il suffit de réorienter la façon de faire. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais tout simplement permettre d'abord ceux qui sont sur le terrain de rehausser leur niveau de production, leur chaîne de production, pour pouvoir non seulement influencer d'autres qui ne sont pas dans le secteur, c'est-à-dire d'emboîter le même pas, mais aussi de l'autre côté tirer, c'est-à-dire de bonnes leçons, c'est-à-dire concernant la Malaisie, par exemple, savoir réellement, parce qu'il ne s'agit pas seulement, comme on nous a fait vivre ici un bon moment, où on nous dit non, il faut faire venir des espèces animales pour expérimenter par-ci et par-là. C'est très bien beau, mais il faut commencer avec ce qu'on a déjà ici. Affaire d'huile de palme, la Guinée n'a pas ce problème-là. Partout où vous partez, d'ailleurs même avec ces palmes sauvages-là, vous allez comprendre combien de fois il suffit juste qu'on s'y mette. Un tout petit peu même. Un tout petit peu, qu'on s'y mette. Les gens n'ont besoin que de réorganisation. Lui, il a parlé tout à l'heure de la plantation, des plantations de Sidia, parce que ce sont des plantations. Et il faut partir du côté de Sangarko. Sangarko à quelques mètres, disons. Dans le pays Mikiforé. Évidemment, en partant vers Boké, Kolaboui, vous allez comprendre combien de fois que toutes ces parcelles qui sont là aujourd'hui, presque sont exploitées par les citoyens qui sont là, par les populations, par les communautés. Et tout simplement parce qu'ils tirent bénéfice c'est-à-dire de cela. Vous allez voir combien il est utile de s'investir dans l'agriculture et surtout dans cette question d'huile de palme aujourd'hui. Vous allez revenir du côté de Colomb, vous allez comprendre encore que c'est la même situation. La personne derrière lui, je peux dire qu'il en bénéficie moins par rapport à ces communautés-là. Ça, c'est un avantage. Maintenant imaginez que cela
production-là est réorganisée pour dire voilà, nous allons exporter, nous allons importer des intrants, voilà comment ça va être réparti. Ça va se faire comme ça, ceci, cela. Ça va non seulement susciter de l'engouement, ça va encore donner, ça va faire tomber beaucoup de gens amoureux, c'est-à-dire de la production de l'huile de palme. Et vous allez voir combien de fois que la Guinée pourrait facilement s'en sortir. Facilement s'en sortir, mais il y a quand même des risques. Il ne faudrait pas l'oublier. On parle d'environnement et de sauvegarde de l'environnement. Il faut aussi rappeler cela, Mohamed le PM. Est-ce qu'il faut aussi craindre pour notre environnement, pour notre écosystème? Est-ce qu'il faut craindre? Ça, il faut craindre. Ouais. Il faut craindre. Mais l'utilisation, c'est qu'en exploitant, il y a beaucoup de choses. Dans toute activité humaine, on agresse la nature. Ça, il faut la dame nature. Chaque fois qu'on parle d'un projet, il faut se dire que lié à la nature, il n'y a rien à dire. L'être humain agresse la nature. Ouais. La dame nature est toujours victime de ces enfants que nous sommes, de ces produits. N'oubliez pas que c'est grâce à la nature que nous sommes là. Ce n'est pas nous qui donnons de la valeur à la nature. C'est la nature qui nous a vraiment permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Il y a quelque chose qui est lié à l'utilisation de l'huile de palme. Il y a quelque chose, je suis sûr, si dans d'autres pays, vraiment on exploite mal, on agresse l'environnement, en essayant d'utiliser ou d'expérimenter d'autres types de cultures, du côté des palmiers, je crois que ça pourrait être le contraire. Je prends un exemple. Vous pouvez trouver, il y a des champs et des champs de palmiers qu'on ravage, qu'on essaie d'enlever pour expérimenter d'autres types de cultures. Ouais. Et au finish, on se rend compte que la culture qu'on essaie d'expérimenter là, à la place des palmiers, vraiment ne donne pas comme il faut, mais également ça n'a rien à voir avec la communauté. Ouais. C'est une culture étrangère qu'on essaie de produire au niveau local et que tout ce qu'on va produire là, c'est exporté à l'international. Autre chose aussi, ça aussi c'est beaucoup plus au niveau local, c'est lié un peu au Diallo et Camara, lié au palmier. Au lieu qu'on utilise l'huile de palme sérieusement, c'est le liquide blanc qui sort de, comme on l'appelle, de palmier. Ah, d'accord. Qui est aussi naturel, hein. Bon, ça dépend de ce que vous appelez naturel. Et on sait ce que ça fait la tête. Ne lui tend pas la perche. Non, mais c'est déjà fait. Et malheureusement, chaque fois que vous voyez... on n'invente rien. Non, mais on veut juste faire... Cela ne veut pas dire qu'on est concerné. Il faut le rappeler aussi, c'est naturel. Je vous laisse la parole parce que là, je vous trouve que les camarades et les Diallo en train de parler de ce vin blanc qui apporte... Et chaque fois que vous voyez, je l'ai dit ici, chaque fois que vous voyez 1 litre de vin blanc, quelque part, il faut vous dire quelque part, il y a un palmier qui est en danger. Ouais, une tête qui doit disparaître. Oui, dans quelques semaines, dans quelques mois, dès que vous voyez 1 litre de vin de palme, désolé pour ceux qui consomment en tout cas, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Cette boisson, non, moi je ne dirais pas produit naturel. Non, au produit naturel. Ça vient d'où? Qui t'a dit que le vin rouge n'est pas naturel? Mais vous pouvez me permettre. On parle du vin blanc. Naturel. Non. Aucune transformation chimique. Naturelle. Oui, la passion vient directement. Merci pour la précision. Et chaque fois qu'on parle de cette boisson qui n'est pas conseillée du tout pour la santé, vraiment, il faut se dire qu'il y a des palmiers qui sont en danger quelque part dans notre pays. Parce que dès qu'on commence à piquer, faire sortir de ce liquide, ce vin de palme-là, c'est fini. Quelques mois seulement, c'est fini, on ne va plus parler de ça. Et ça continue depuis combien d'années, combien de décennies, combien de siècles, s'il faut le dire comme ça, depuis que ces différents camarades Diallo et Traoré ont commencé à faire. Je pense qu'il faut faire quelque chose dans ce cadre-là pour les calmer un peu, afin qu'on puisse vraiment tirer profit de ce palmier et qu'on tire profit de l'huile de palme. C'est très intéressant. Au-delà de l'environnement, de la sauvegarde de l'environnement, il y a aussi des cadres tapis dans l'ombre qui risquent de bourlinguer cette initiative ou ce projet. C'est tout notre problème. C'est tout notre problème. Nous ne manquons pas de projets. Nous avons des projets et on a eu quelquefois des administrateurs ou des dirigeants qui sont des visionnaires, qui veulent bien faire les choses, il faut le dire, hein, mais avec des cadres véreux que nous avons malheureusement, qui ne voient que leurs intérêts à eux. C'est ce qui fait qu'à un certain niveau, sinon des projets, nous en avons entendu, des accords entre la Guinée et la Chine surtout, des accords entre la Guinée et la Russie. On avait cru comprendre que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans,
la Guinée allait être comme la Chine. Ouais, l'Eldorado. Absolument. Ouais. On a Pays connu, émergent. oui, absolument. On a connu ça sous Alpha. Les mêmes accords continuent. C'est la question qu'il faut se poser. Il faut s'interroger. Et c'est pourquoi il faut comprendre les jeunes dirigeants au Sénégal. Dès après leur arrivée au pouvoir, on revoit tout. On va essayer de réviser tous les accords. Y compris même ces accords qui concernent la France et le Sénégal. Donc, voyez-vous, il faut revoir tout cela parce qu'il y a là des conditions, disons, des signatures d'un certain nombre d'accords. Il y a, vous voyez, c'est complètement déséquilibré, c'est une injustice de trop. Donc, il faut revoir cela puisque il s'agit d'un État à un autre. Il ne s'agit pas de particulier à un État et ça a été toujours comme ça. C'est pourquoi j'ai dit il faut diversifier les partenariats. La meilleure façon de minimiser tout cela, toute cette dépendance ou cette pression internationale liée aux enjeux géopolitiques que nous connaissons, c'est quelque chose de très fondamental dans tout ce que nous voyons parce que cette diplomatie aussi économique, parce que les accords aussi, ça concerne cela avec les partenariats que les États signent entre eux, il y a là aussi ces facteurs géopolitiques qu'il faut tenir compte. Donc c'est à la Guinée de dire, de se montrer premièrement d'abord sérieuse dans le cadre d'exécution de ces projets-là, mais aussi être encore beaucoup plus ambitieux. C'est cela, c'est comme ça qu'on va nous prendre au sérieux. Bien. Ces gens-là, ils viennent en Afrique ici, tout ce qu'ils cherchent, c'est des partenaires, quelquefois, excusez-moi, des partenaires yo-yo qui ne sont pas visionnaires. Ils profiteront beaucoup plus de ces États-là que ces États-là pourraient profiter de ces différents États. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il faut le dire, nous avons beaucoup plus besoin de la Malaisie que la Malaisie ou l'Indonésie a besoin de nous. Donc, il faut qu'on puisse comprendre tout cela et capitaliser cela, ce qui pourra nous permettre naturellement d'élargir ou pourquoi pas de moderniser ces secteurs-là. Parce que, Mamé l'a dit, on ne peut plus clair. Si nous voulons naturellement sortir de cette dépendance que nous connaissons à tous les niveaux, il faut faire la promotion de l'agriculture. Et aujourd'hui, il est évident que nous avons besoin d'une nouvelle politique agricole, Abdallah, c'est fondamental. Bien. Avec la situation actuelle, avec disons, les réalités, il faut qu'on accepte de s'adapter pour que nous puissions connaître naturellement un décollage économique. Ce qui a très bien dit, continuez le débat chez vous et analysez de fond en comble pour savoir ce qui est mieux pour le développement de cette nation. Une pause derrière, nous parlons de culture en République de Guinée et de la disparition de ces ensembles instrumentaux. C'est tout à l'heure avec notre invité qui sera dans cette émission, Le Scanner. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité ou encore pour faire des panels, des échanges permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a
ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Merci d'être des nôtres. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Dans cette émission, le scanner, on parle culture et des années 50. La culture était un bréviaire pour l'économie guinéenne avec une politique très forte. Les ensembles instrumentaux et orchestres engrangeaient des sommes importantes, contribuant ainsi au développement de la Guinée. Si certains groupes étaient plus populaires, les moins populaires ne se sont pas laissés absorbés. À l'époque, les musiciens sont en grande partie des fonctionnaires, pour ne pas dire tous, du Bembea Jazz National, orchestre de l'ambiance, en passant par Kélétigui, l'orchestre des grands, les baladins, Bala et ses baladins, et celui des intellectuels, le Orea Band national de la tradition, jusqu'au Sofa de Kamayen, appelé orchestre des jeunes. La Guinée était sur le toit du monde, culturellement parlant. À la mort de Sékou Touré en 1984, une nouvelle génération tente de reprendre le flambeau. On peut entre autres citer les espoirs de Coronti, les étoiles de Boulbinet, j'en passe. Sauf que chaque homme n'était égal qu'à son époque. Plus de 10 ans après, les orchestres nationaux et régionaux ont quasiment disparu. Dois-je avoir le même regret qu'Elhadj Amadou Thiam, qui est convaincu que jadis, notre culture était la meilleure, elle était instructive et ça parlait des réalités, comme pour dire que c'est celui qui n'a rien qui se glorifie de son passé. Nous parlons culture dans cette émission Le Scanner et notre invité de ce matin est journaliste culturel, pas des moindres, Fodé Camara. Nous l'appelons le doyen pour les intimes. Elle sera tout à l'heure avec nous dans cette émission. Avec lui, nous allons aborder ce sujet très important pour le développement de la culture guinéenne. Un regard dans le rétroviseur ce matin. Mohamed Ba, le PM, le vieux. Allez, je me tourne vers vous. C'est important, hein? Je sais pourquoi je commence par vous ce matin. On parle des droits d'aînesse oblige. Droit d'aînesse oblige. Oh, ce matin. Ça fait plaisir. Droit d'aînesse oblige. On parle des ensembles instrumentaux ce matin. Non, mais la culture, ce pays, je me dis, est-ce que je ne sais pas par où commencer. Est-ce que notre malheur, c'est du fait qu'on a les ressources minières? Ouais. Est-ce que c'est ça notre malheur? Est-ce que si on n'avait pas la bauxite, tout ce qu'on connaît, l'or, le diamant, on allait être dans cette situation aujourd'hui socio-économique difficile, tirer le diable par la queue? Parce que je sais ce que la culture a apporté à la Guinée. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. On parle maintenant de la culture. Autre source de revenus pour notre pays, si c'est bien cerné, si c'est bien suivi, si c'est bien respecté, et les hommes qui font de la culture, s'ils sont respectueux, si on les respecte dans leur secteur. On a entendu, vraiment à travers les anciens, à travers l'histoire, que la République de Guinée a passé de bons moments après son indépendance. Ici, ne vivait pas de la bauxite. De la bauxite, non. Mais vraiment, la devise, l'une des premières sources, je vais le dire comme ça avec méfiance, l'une des premières sources de rentrée de devises dans notre pays, c'est vraiment à travers la culture. C'est à travers la porte de la culture qu'on gagnait de l'argent. À travers la culture qu'on payait des fonctionnaires. Est-ce que c'était tous les fonctionnaires? Je ne sais pas. Mais vraiment, une bonne partie, c'était grâce à la culture. Et ça, comment? À travers ces différents déplacements qu'effectuaient ces différents instruments, comme on appelle orchestres de notre pays, comme les ballets africains, le ballet Djoliba, l'ensemble instrumental et tant d'autres. Et dans toutes les préfectures, il y avait des orchestres qui existaient. Quand vous parlez de Bokeh avec ce sorsorné rythme, quand vous parlez de Télédiage du côté de Télémélé, quand vous parlez d'aller du côté de l'Abbé, du côté de Cancan, sans oublier Bembea Jazz National. Et nous savons très bien, Bembea, qu'est-ce qu'il est devenu après et qu'est-ce que Bembea nous a apporté. Et jusqu'à présent, quand vous mettez ce son 10 ans, 20 ans ou 40 ans après, vous vous rendez compte que vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire qui était là. Le travail était énorme. Donc la culture guinéenne, c'est incroyable. Des hommes de valeur, on en a. Des hommes de culture, on en a. Et encore, on continuera de l'avoir toujours, pourvu qu'on arrive à accorder de la valeur à ces hommes de culture. Bien. On va alors écouter en tout cas notre invité de ce matin.
On parle histoire et on parle culture dans le scanner de ce mardi. Doyen Fodi Camara, notre invité de ce matin. Doyen, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les collègues sur ce plateau, bonjour à la partie technique, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'accepter l'invitation du scanner ce matin, Doyen. Est-ce que Doyen nous reçoit? Allez, ouais, on parle d'ensemble instrumentaux en République de Guinée et de cette disparition annoncée de ces personnes, ces groupes qui ont fait la fierté de la République de Guinée dans les années 50. Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez en quelque sorte revenir sur le parcours inspirant en quelques minutes de ces ensembles instrumentaux qui ont quand même hissé la Guinée sur le toit du monde, culturellement parlant, j'insiste. Merci Abdallah encore une fois et merci à M. Ba qui vient de faire l'introduction tout à l'heure. C'est vrai, la culture était vraiment quelque chose de merveilleux parce que c'est à travers la culture que la Guinée a récolté ses premiers fonds. Nous allons commencer par 1959, c'est-à-dire juste après la proclamation de l'indépendance de notre pays. C'est en ce moment où le président Messeke a mis en place cette politique culturelle qui vraiment a marché à merveille. Alors, en 1959, c'était la fondation ou la création de l'orchestre national, qu'on appelait le Sili Orchestre, qui comptait à son sein un peu plus de 30 musiciens et qui animait les soirées, les réussites à Conakry, et puis qui accompagnait l'État à recevoir les chefs d'État ici. Et à partir de 1960, l'idée est venue de scinder ce groupe afin de donner naissance à deux orchestres. D'abord, Keletigi Traoré qui était... parce que le groupe était basé au Jardin de Guinée. Au Jardin de Guinée. Actuel Jardin 2 octobre, si je ne me trompe. Non. C'est sur la route Niger. Précision importante. Sur la route Niger, effectivement. Bien. Donc l'orchestre était basé là. Et Keletigi et certains de ses amis ont quitté le jardin pour rejoindre l'orchestre qui était basé à la période qu'on appelait l'orchestre Camara et les déménageurs. Alors, Keletigi Traoré est venu là, ils ont créé, ils ont étoffé ce groupe et Maître Bala et d'autres musiciens sont restés au Jardin de Guinée. D'abord, l'orchestre s'appelait l'orchestre Camara et les déménageurs, mais avec la venue des autres musiciens, on a dit l'orchestre La Payotte. Et le jardin, on a dit l'orchestre du jardin. C'est deux orchestres qui sont plus tard devenus, l'orchestre Keletigi à La Payotte et l'orchestre Bala au Jardin de Guinée. Parlons donc des ensembles. On va commencer par l'ensemble instrumental national et choral de Guinée, qui a été créé. Bon, avant de parler de l'ensemble instrumental, parlons d'abord des ballets africains. Parce que les ballets africains, c'est les ballets africains qui, juste après l'indépendance, à travers leur sortie sur le plan international, les ballets africains ont apporté de l'argent à la Guinée. C'est à travers les recettes faites par les ballets africains que les fonctionnaires guinéens étaient payés. Les ballets africains qui appartenaient d'abord dans un premier temps à Keita Fodeba, qu'on appelait les ballets africains de Keita Fodeba. Après l'indépendance, Keita Fodeba a remis les ballets à l'État guinéen. Donc voilà comment le président Messeke et le premier gouvernement de la Guinée indépendante a réussi à faire face aux problèmes financiers des fonctionnaires. Voilà, les ballets africains ont continué et puis un peu plus tard, il y a eu la création du ballet national Djoliba. Le ballet national Djoliba aussi faisait des tournées et envoyait de l'argent. Voilà, et on se souviendra toujours du passage des ballets africains, du ballet national Djoliba à Tripoli en 1976, que le président, le guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi, a offert la télévision à la Guinée. Bien. Donc avant de poursuivre, très important pour la nouvelle génération, vous allez certainement revenir sur ce passage. C'est grâce au ballet que la Guinée a eu sa première chaîne de télé publique. Ça, c'était le passage
du ballet national Djeliba à Tripoli en 1976. Bien. Le président Mohamed Kadhafi a pris la décision d'offrir une télé à la Guinée. Et cette télé, la RPG bien sûr, qui a lancé ses premières images le 14 mai 1977. Bien. Donc voilà, je donne la précision. D'accord. Alors, qu'est-ce qui faisait la valeur, comme on appelle, la force de la culture guinéenne? Et ça, c'est la première question. Deuxième question, comment on arrivait à détecter tous ces talents qui arrivaient à donner une bonne image à notre pays? Bon, le recrutement se faisait sur le plan national. Prenons l'exemple de l'ensemble instrumental national et choral, qui a été créé le 4 janvier 1961. Alors, le président Messekiré a demandé à ceux Sénégal Diakouyaté et à ceux Elan Djeri Kouyaté de faire le tour de la Guinée, d'aller sélectionner les meilleurs musiciens, mais seulement pas d'instruments modernes, seulement les instruments traditionnels. Alors c'est ainsi que ces deux-là ont fait le tour de la Guinée et sont venus avec plusieurs musiciens pour former l'ensemble instrumental. Donc c'était la première valeur. On n'utilisait que des instruments modernes, seulement au sein de l'ensemble instrumental, les instruments traditionnels. Pas de guitare, pas de batterie, pas de trompette, pas de saxo. Mais par contre, à l'intérieur du pays, il y a des instruments. Par exemple, quand vous partez à Généconé, il y a des instruments là qui ont été fabriqués à travers les troncs d'arbres, les troncs d'arbres qui donnent le même son qu'un saxo. Vous avez une sorte de clarinette au fouta qui donne le même son qu'une trompette. Donc, c'était les instruments qui étaient utilisés, les instruments traditionnels qui étaient utilisés. C'est qui donnaient une certaine valeur à la culture guinéenne à ce moment. Donc, avec la politique culturelle mise en place par le gouvernement de l'époque, la politique a été décentralisée. Donc, on a dit, au lieu que tout ce régime a Conakry, que chaque fédération à l'époque, ou chaque régime administratif, parce qu'on disait région administrative, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la préfecture, et les chefs-lieux des régions administratives de nos jours, c'était les CGR. Donc, la compétition se faisait d'abord à partir des comités de base. Après le comité de base, c'est-à-dire chaque comité de base a son ballet, a sa pièce, a sa fenêtre, a son instrumental, son ensemble instrumental, et a son ballet, je l'ai dit. Donc, la compétition commençait à ce niveau. Après, on se retrouvait au niveau de la section. La compétition était élargie au niveau des sections. Mais à travers les sections, on faisait aussi des sélections pour arriver à la fédération. Oui. Donc, c'est pourquoi chaque fédération avait son orchestre. Chaque fédération avait son ballet. Chaque fédération avait ses pièces, ainsi de suite. Et la compétition se poursuivait aussi au niveau des CGR. Ouais. C'est ce qu'on appelait les 15 ans artistiques. C'est à partir de là où on faisait la sélection pour le cours final qui était le Festival national des arts et de la culture. Et le Festival national des arts et de la culture, c'est presque toute la Guinée qui se retrouvait à Conakry, et ça pendant un mois pour la compétition. Bon. Un festival content de relancer, mais pas avec le même engouement, hein, il faut le dire, le FENAC. Mais il sera difficile de relancer complètement le Festival national. Et pourquoi difficile? Des arts et de la culture. Pourquoi? Très bien, parce qu'à l'époque, tous les frais étaient supportés par l'État. D'abord, la location d'abord. Chaque 2 ans, tous les orchestres de l'intérieur du pays étaient dotés d'instruments, aux frais de l'État. Et le festival, à Conakry, les frais étaient supportés par l'État. L'hébergement, la restauration, le transport, la logistique en un mot. Donc, tout était à la charge de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est impossible. Quel est l'État aujourd'hui engagé à faire ça? Je pense que non. Alors doyen, justement, vous avez fait un aperçu très intéressant sur l'histoire culturelle de notre pays ici. Dites-nous, est-ce que seulement les moyens, c'est-à-dire que l'assistance financière de l'État était l'élément qui faisait que la Guinée est arrivée à ce niveau très honorable au niveau continental et qu'aujourd'hui on constate une dégringolade assez poussée de cette culture-là? Est-ce que l'un dans l'autre aujourd'hui, il n'y a pas eu, disons, de failles quelque part? Et s'il y en a, quelles sont ces failles? Il y a eu des failles à partir de 1984.
Après le décès du président Messier Touré, on est venu à l'initiative privée. Bien. On a privatisé tous les secteurs. Même le secteur de la culture. Parce que l'État le gouvernement qui est venu juste après le président Messier Touré a dit qu'il ne pouvait pas supporter les frais. L'achat des instruments, parce que les instruments étaient achetés en Allemagne. Imaginez un peu, 33 orchestres dotés d'instruments. Les amplis, les batteries, les tumbas, les saxos, les guitares, tout. Alors, le gouvernement de Général Lansana Conté a dit qu'il ne pouvait pas continuer. Donc, chacun n'a qu'à évoluer à ses frais. Voilà. Donc, le dégringolade a commencé là. C'est à partir de là où on a commencé à dégringoler. C'est à partir de là où les orchestres qui étaient à l'intérieur du pays ont disparu. Et il a fallu d'ailleurs l'existence de certains anciens musiciens des orchestres nationaux pour que certains orchestres nationaux se maintiennent. L'État ne supportait même pas, même les orchestres qui relevaient de l'armée. Parce qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait le Super Boroban, il y avait le Super Lion de la gendarmerie, il y avait les Amazones, et il y avait une autre formation orchestrale féminine qu'on appelait les Sirènes de Guinée, qui était au niveau de la milice nationale. Donc tous ces orchestres-là étaient dotés d'instruments de musique par l'État. Dans les universités, il y avait aussi des orchestres. Il y avait l'orchestre universitaire de Farana, il y avait un orchestre universitaire de Kankan, et même à Conakry, il y avait l'orchestre universitaire de Daman, qu'on appelle, qui est plus tard devenu le fils de Zaïs. Donc, imaginez tous ces orchestres-là. Ce n'était pas parce que quand on réunissait les artistes à Conakry, on les payait de l'argent. Non, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent parce que, à l'intérieur du pays, tous les miliciens, les artistes qui relevaient de ces différentes troupes étaient à la charge de l'État. Ils étaient tous nourris par l'État, parce qu'à la fin de chaque mois, on les envoyait les ravitaillements. Et donc, ce n'était pas l'argent liquide, mais les moyens. Voilà, les moyens. Bien. Voilà. Vous avez parlé de 84. Après la privatisation, nous avons quand même vu des groupes qui, entre autres, essayaient de faire comme les anciens. J'ai cité tout à l'heure Espoir de Corentin, qui est au bord de l'implosion, si on peut l'appeler, les Espoirs et les Étoiles de Boulbinet, j'en passe, qui ont voulu reprendre le flambeau. Mais ça n'a pas marché. Une nouvelle étape de la culture qui a quand même échoué, hein, si on peut l'appeler comme ça. Oui, mais vous savez, l'initiative privée, c'est pas comme quand c'est géré par l'État. Ce groupe dont vous venez de citer là, c'était les jeunes qui se rassemblaient pour créer de l'illumination, créer de l'ambiance dans la cité. Et un peu plus tard, ils ont commencé à se faire de l'argent. Et vous savez, dans les pareilles circonstances, il est très difficile de résister devant l'argent. C'est ce qui d'ailleurs a provoqué la dislocation de plusieurs groupes qui évoluaient et qui avaient commencé à faire du chemin. Mais bon, avec les guerres entre les membres de ces différents groupes, finalement, ça n'a pas marché. Et puis il y a eu des dislocations. Et surtout qu'à l'époque, les espoirs de Corentin, par exemple, les étoiles de Boulbinet, ont fait des albums qui sont restés sur le marché pendant un petit moment. Et puis ils ont disparu. Ouais, mais c'est eux qui faisaient de la bonne musique, hein, la musique traditionnelle. Mais bon, avec la tentation, ça ne pouvait pas continuer. Oui, ils ont leur cause. Hein. Ouais. Ils ont leur raison. Leur alors. séparation a des causes. Ouais. Voilà. Alors, oui. Que seuls eux peuvent expliquer. Bien. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour relancer notre culture guinéenne, même si elle ne va pas quand même revenir avec les valeurs d'antan, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut encore bien la relancer, cette culture? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais cela appartiendra à l'État de s'y mettre. De copier un peu la politique culturelle d'avant et essayer de faire la même chose. Ça va être très vrai, mais je pense que l'État doit s'y mettre. Il faut d'abord redonner la force à ces orchestres nationaux qui sont en train de revenir peu à peu, grâce aux bonnes volontés qui assistent ces anciens musiciens et ces orchestres nationaux d'ailleurs qui sont beaucoup plus rajeunis à l'époque. Ceux qui existent sont rajeunis, c'est vrai. Quand vous prenez le Béméa, il n'y a que Sekou Béméa et camarade Sekou Le Gros qui vivent. Tous les autres membres fondateurs sont décédés, mais Sekou Béméa a réussi à rajeunir ce orchestre à 95%. Vous prenez Balaye Baladien, il n'y a plus un seul membre fondateur qui vit.
Kennedy Septembre, un seul membre fondateur de vie maintenant. Et donc, il faut que l'État s'implique et puis trouver des jeunes musiciens. Et parce que tous ces orchestres-là ont leur répertoire. Tous ces orchestres-là ont leur répertoire. Il s'agit seulement de réunir les jeunes et puis les doter d'instruments et puis qu'ils puissent commencer. Voilà. Avec la répétition des différents répertoires, je pense que ça pourra marcher. Mais il faut que ce soit à l'état de finir. Voilà. Oui, l'autre question qu'on va vous poser, mais c'est également la place qu'occupait la culture au milieu scolaire. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des orchestres universitaires qui animaient dans les écoles. Oui. Bon, alors ça permettait d'abord d'éduquer la jeunesse en milieu scolaire. Et ces orchestres-là, si vous voulez, cette politique culturelle-là, a évité à la Guinée ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, l'exode de village. Parce que les troupes qui étaient à l'intérieur du pays retenaient les jeunes sur place. Parce qu'il y avait l'ambiance à l'intérieur du pays comme à Conakry. Donc, les jeunes n'avaient pas besoin de quitter. Et chacun avait quelque chose à faire. Donc, vraiment, la culture a apporté de bonnes choses sur le plan éducatif. Alors, Douin, nous sommes dans une situation où on a aujourd'hui une pléiade d'artistes avec la nouveauté, avec la modernité. Nous savons de par le passé, nous avions quand même des hommes et des femmes d'artistes qui étaient beaucoup plus disciplinés. Il y avait une mainmise de l'État aussi au niveau de ces groupes d'artistes-là. Ce qui n'est plus le cas depuis 1984 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut d'abord pour pouvoir discipliner la culture de manière générale, mais aussi faire en sorte que cette dépravation très poussée de nos coutumes, Jésus, puisse effectivement être éradiquée au niveau de ces artistes-là, parce que ce sont eux qui font la promotion de toute cette dépravation de nos valeurs. Il faut une véritable campagne de sensibilisation pour au niveau des artistes de la nouvelle génération. Je pense que là, l'État a sa part, mais aussi les associations d'artistes ont leur part de responsabilité. Prenons par exemple l'UNAMDI. L'UNAMDI, normalement, au sein de l'UNAMDI, il y a des grandes personnalités de la culture guinéenne qui sont là. Je pense que ça appartient à ceci de se lever, de mener des campagnes de sensibilisation pour qu'on puisse continuer à conserver, si vous voulez, nos coutumes. Parce que il y a des musiques qu'on entend aujourd'hui, il y a des musiques qui passent aujourd'hui qu'on ne peut pas écouter avec ses enfants. C'est vrai parce que chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Je pense que c'est très difficile, mais il faut le faire. Ça, c'est pas seulement l'État, je l'ai dit, mais il faut que les responsables des associations d'artistes là se lèvent pour essayer de mener une véritable campagne de sensibilisation parce qu'on peut faire de la musique sans insulter, on peut faire de la musique sans être quelque part extravagant, mais tout appartiendra à ces dirigeants-là pour essayer d'éduquer, de sensibiliser les artistes. Bien, doyen Fodé Camara, journaliste culturel, notre invité de ce matin. Avant de vous laisser partir, doyen, quel est l'appel à lancer et à l'État et aujourd'hui à ces artistes? Parce que si les associations n'arrivent pas, forcément, la prise de conscience, elle doit être personnelle. Bon, il faut que les associations les associations d'artistes soient fortes. Parce que c'est un combat de longue haleine. Ils n'ont qu'à se lever. Faire tout pour essayer de sensibiliser ces musiciens. C'est différents chanteurs. Parce que quelqu'un se lève le matin et dit bon, je suis devenu chanteur, il va au studio, on l'accompagne par un clavier et console, tous les sons sont dans le clavier, et puis il met sa voix, il est devenu artiste. Il dit n'importe quoi, c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est ce qu'on doit essayer c'est à partir de là on doit organiser le secteur. Quant à l'État, je pense que l'État doit, encore une fois, accorder de l'importance à la culture comme la mine aujourd'hui. Bien. Voilà.
Doyen Fodé Camara, journaliste culturel, était notre invité de ce matin. Merci doyen d'être intervenu dans cette émission. Merci beaucoup Abdallah, merci à tous les chroniqueurs. Merci, hein, merci et bonne journée à vous. Depuis votre position, oui, on a écouté, c'est un véritable cours d'histoire. Hein. Je t'ai vu secouer la tête ce matin. Ah oui, oui c'est très intéressant, instructif. Il le fallait, jeune. Il fallait qu'on te rappelle un peu l'histoire. J'ai vu ses yeux briller, incroyable. Hein. Il était étonné. Non mais sérieux. Il était étonné. Hein. Ben, après, on l'a dit, la culture. Surtout côté argent, quand on a dit c'est grâce aux ballets africains qu'on a payé les fonctionnaires. Wow. Ça m'a vraiment touché. Ça, je t'ai vu vraiment. Absolument, ça m'a vraiment touché. Ça veut dire que si on veut bien, on peut bien le faire. Rien n'est tard pour cette nation. J'ai une réaction de quelqu'un qui n'est pas guinéen, mais qui me laisse ce message. Je vais carrément lire le message pour faire comprendre aux auditeurs et aux téléspectateurs ainsi qu'aux chroniqueurs, débatteurs dans cette émission, la portée même de la culture guinéenne, même sur les autres nations. Il dit, quand je travaillais dans la culture entre 1998 et 2000, lors des réunions d'experts, on enviait la Guinée. Quand je suis arrivé ici, j'ai finalement compris là où le bas blesse. Mais ce n'est pas trop tard. Il y a deux problèmes qui se posent ici en Guinée. Côté culture, il veut dire l'opacité de la gestion des droits d'auteur à la SESAM, SACEM, c'est comme ça il écrit, je sais pas, à la SACEM, la difficile mutation de culture d'État vers une économie de la culture. Absolument. Lui, il parle de 2 points. Et plus loin, il dit qu'il y a plus d'historiens de la culture que de spécialistes. Aujourd'hui, quand même, il est important de peut-être d'inviter le directeur général ou son adjoint du BGDA, le Bureau guinéen des droits d'auteur. Parce que au-delà de tout ça, on est en train de parler de la relance de la culture. Oui, Sékou Touré avait une politique très forte qui permettait à la culture et qui donnait ce poids à la culture, et la culture en retour essayait de supporter les charges de l'État. Mais ça, c'était, comme je l'ai dit, à chaque homme, à chaque époque, son homme ou ses hommes. Donc, il faut faire très attention. Est-ce qu'on va, comme l'a rappelé le doyen, est-ce qu'on va rester dans notre histoire et ne pas voir les réalités d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut carrément réadapter ces ensembles instrumentaux, ces orchestres à la réalité d'aujourd'hui, aux instruments d'aujourd'hui, parce que la référence c'était le Cuba, hein, pour ceux qui le savent. Évidemment. Oui, la musique cubaine, le jazz, tu vois un peu. Donc il y avait ça qui était là. Mais après, nous sommes en 2024, 1950, 60, 80, ce ne sont pas les mêmes réalités. Ouais. Mais rien n'est tard avec le ministre Moussa Moïsila. J'espère bien s'il s'entoure de spécialistes. Aujourd'hui, on peut quand même relancer cette culture. Mais il a dit quelque chose, je voudrais qu'il revienne un peu. Il a parlé de ça. De SACEM. Le SACEM, oui. Bon, SACEM, ça c'est beaucoup plus, je crois, du côté de la France. C'est un service qui s'occupe du développement des acteurs et auteurs du monde culturel, leur encadrement et tout ce que, sauf si je me trompe, parce que si c'est le contraire, il peut... Donc le BGDA chez nous. Voilà, le BGDA. Oui, quelque chose comme ça. Bon, quelque chose comme ça. Le BGDA, c'est plus droit d'auteur, c'est plus ça. Oui, eux, c'est véritablement le développement du côté de la France. SACEM, c'est vraiment un développement des auteurs, des acteurs du monde culturel. Si je me trompe, il pourrait revenir là-dessus. Je pense que c'est cette structure qu'on a besoin dans notre pays, parce que le problème guinéen, je crois, au fur et à mesure qu'on avance, ce problème devient profond, compliqué, complexe à la fois, et ce qui crée parfois même de la méchanceté, parce que tout ce que le doyen, comme on appelle, on n'a pas eu la chance de pouvoir bien échanger avec lui sur le problème réel qui existe jusqu'à présent, parce qu'il y a le non-dit entre les hommes de culture eux-mêmes à l'interne, dans leur propre... Surtout la nouvelle et l'ancienne génération. Je sais de quoi tu parles. Oui, ça la nouvelle et l'ancienne génération. C'est très compliqué. Il y a une méchanceté incroyable qui existe, où c'est difficile de parler de beaucoup de choses, des prises de voix qui arrivent, où vous voyez des petites pointes qu'on peut glisser sur une scène. Les gens qui viennent danser, ils se piquent là pour toujours, jusqu'à la fin, ils ne montent plus sur la scène, parce qu'on ne veut pas voir l'autre évoluer. Le monde là, c'est un autre monde, le monde culturel. Si vous n'êtes pas proche de ces gens, vous n'êtes pas du milieu, vous n'êtes pas proche des hommes de culture, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est un monde, un véritable panier à crabes par endroit, alors que la culture guinéenne, comme on l'a dit au départ ici, c'est une autre merveille de développement pour notre pays. Il suffit seulement de mettre ce qu'il faut. Je vous dis ici, vraiment, on ferme les mines dans notre pays. On a de quoi vivre réellement, mais vraiment,
S'il y a une véritable politique, hein. Bien sûr, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je ouais. parle. Sérieusement, on a la chance d'avoir certaines personnes qui vivent encore. Il a parlé tout à l'heure de Sékou Le Gros. On a parlé de tout à l'heure de Diamond Finger, qui est du côté, même du côté de Kinshasa, de Congo, les deux Congos. Ouais. Quand il travaille ses doigts, vraiment, à l'époque, les gens connaissent qui on appelle Diblo Dibala. Ce monsieur est un autre guitariste sur le plan continental. Mais si Diamond Finger fait tourner ses ongles, vraiment ses doigts sur une guitare, il n'y a rien à dire. On a la chance qu'il vit aujourd'hui. Et c'est une opportunité, mais une véritable opportunité qu'on devrait encore essayer d'exploiter, tant du côté peut-être de Breka à travers cette école, que je ne sais encore quel autre endroit qu'on peut faire. Je pense que les gens là, ils vivent. Faites tout pour pouvoir. Il doit transmettre son savoir de génération. Il a apporté la précision. Il a apporté la précision qu'ils vivent que grâce à Sekouba, comme on appelle, à Diamond Finger, qu'il a rajeuni, voilà, le Bembe Adjad à 95%. Ouais. Et ça, vous comprendrez que l'État n'a pas apporté, je me demande même 10% de l'investissement qu'il a apporté. Alors que les gens la vivent, c'est quand il ne sera plus parmi nous qu'on va donner des titres à titre posthume, on va consacrer des moments vraiment sur sa vie, alors qu'il est temps de pouvoir bénéficier de ces anciens qui sont là, qui nous a permis de vraiment de bénéficier de beaucoup de choses. Oui, le frère Ibrahim Abalaya qui est revenu, il dit bien, il dit, je dis bien SACEM, car la Guinée a son argent là-bas depuis 1966. Il pose la question, qui prend cet argent? Ça, c'est à l'endroit du ministre Moussa Moïsila. Voilà. Les droits d'auteur que nous avons du côté du SACEM, qui prend l'argent? Oui, rapidement, en 2 minutes, parce qu'on a un autre sujet. Très rapidement, c'est un sujet très intéressant, hein, parce que... Donc, toi, tu étais dans une école, si on a la culture... Tu étais dans une école. Si la culture, c'est-à-dire... Tu as beaucoup appris aujourd'hui. Abdallah, sois gentil. J'aime l'histoire, Abdallah. Mais si tu savais, hein... Ça fait plaisir. Et si tu savais... Le jeune, il a beaucoup appris. Malheureusement, il y a des mauvaises historiens. Non, si tu savais... Tu sais, je parle de toi. Quand tu regardes en face de toi, il y a un autre qui a encore plus appris de toi. Il n'y a rien à dire. Il est déconnecté. Il est complètement déconnecté. Il n'a rien compris. Vas-y. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Non, c'est que c'est Abdallah qui n'a rien compris. Non, l'enfant, il a beaucoup appris. Qu'est-ce faire? Je préfère me taire. Ton jeune frère a appelé ça. Ceci dit, on a besoin d'un véritable maillage culturel entre l'histoire et la modernité, mais je suis l'implication de l'État pour pouvoir discipliner ce secteur-là. Il faut que l'État ait ce qu'on appelle un droit de regard sur un certain nombre de choses. On nous a expliqué ici les modalités de recrutement à travers le pays, d'une région à une autre, d'une préfecture à une autre, d'une sous-préfecture à une autre. Il y avait des comités de base. Je comprends mieux aussi, on parle de 71, on avait le parti État, donc c'était très facile de s'aligner. Il y avait la discipline qui était là. C'était la révolution. Il y avait une seule voie, il faut le dire. Hein. Maintenant, c'est par après qu'on a libéralisé les choses, chacun peut entreprendre, ce qui naturellement explique ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut, à un certain niveau, que l'État, bien qu'on a pu bénéficier de ce libéralisme culturel où chacun peut entreprendre, mais l'État doit pouvoir avoir un droit de regard sur un certain nombre de choses. Pourquoi pas, disons, nous faire revivre les moments historiques de ces grands artistes que nous avons connus dans notre pays ici. Moi, je voyais certaines vidéos. Je pense que c'est quelque chose de très touchant. Les pas de danse, la combinaison avec la sonorité. Même si vous êtes né dans les années 2000, quand vous écoutez, vous êtes émerveillé. Et c'est ce que nous voulons. Parce que partout à travers l'Afrique, nous avons prouvé à travers la révolution que la Guinée, culturellement, était là stable. Qu'est-ce qui a fait que tout cela est parti à volo? Il faut qu'on puisse s'interroger. Et l'État, puisque nous sommes dans la refondation, il faut qu'on puisse bien profiter de cela, qu'on puisse aussi refonder le secteur culturel. Bien, refonder le secteur culturel pour poursuivre le débat. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de parler de sport dans cette émission. Bonjour ma radio préférée, Kavi Média, et à toute l'équipe du jour. C'est Aminata Nfali Cissé. Je vous kiffe depuis Ataya T6. L'émission est très favorable ici et c'est l'un des fidèles auditeurs de cette émission. Merci pour la fidélité. Du côté de Ataya T6, ça c'est le quartier de notre Dansoko, égal à lui-même. Bonjour chers journalistes, vos émissions sont impeccables. J'exhorte le gouvernement guinéen à valoriser l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire rassurante. Cherchons à envoyer la culture guinéenne à l'école pour que les produits artistiques des jeunes Guinéens soient vendables sur le plan
internationale. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Daboundi qui nous laissait cette autre réaction. Bonjour ma radio, si nous mettons nos cultures en valeur, aucun pays ne nous dépasse, mais hélas, Dieu a quitté la Guinée. Signé Ali Radafi depuis Bessia. Ali Radafi, Dieu est à nos portes. Ne t'inquiète pas, hein? Il est en train juste de nous observer. Bonjour le scanner, bonjour les débatteurs. L'amitié ne fait que s'agrandir au jour le jour. C'est pourquoi la BPMG ne cesse jamais de vous pratiquer tous les jours. Signé Ibrahim Assouri. Iso Kamara, notre fidèle de chaque matin. Merci pour la fidélité. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Vraiment, vous êtes magnifiques ce matin par rapport au thème que vous avez pris concernant l'agriculture. Je vous assure, si tout le monde allait s'impliquer dans l'agriculture, on n'allait même pas demander les prix des denrées. On n'allait même pas dire que les prix des denrées sont chers au marché, mais personne ne veut travailler. Voici les conséquences qui nous arrivent. Mais il va falloir qu'on arrive à se donner à l'agriculture, car c'est la meilleure solution pour développer ce pays et pour se développer soi-même. Dans Osekou, le pneumatique depuis Caporo qui nous laisse cette autre réaction. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au centre 629 95 67 deux fois. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintin Djambouria, dans Kama, dans mon village natal. C'est une coopération internationale qui doit apporter beaucoup d'intérêt pour notre pays. Les producteurs de l'huile de palme doivent être les grands bénéficiaires de cet accord. C'est une opportunité qui va diminuer le chômage dans cette ville. Et le vent de palme, on appelle Bangui. À 17h, il faut passer derrière le Calfaya. Vous allez voir des Bas, des Silla et des Condés qui se battent pour avoir ça. Et autant. Ça, c'est pour mon Medba. Mamadou Alpha Djambouria. Notre Djambouria depuis Coloma. Bonjour au club d'écoute de la JADD. Sans oublier JTD, FC Wawi Djodo de Coloma. Grand bonjour à Coloma 1 et Coloma 2. Si l'État s'intéresse à la musique Mamaya, il va engranger beaucoup d'argent. Surtout le Poda. Allez, Djambouria, qui fait la promotion du Poda ce matin. Salam, les hommes de bonne foi. Pour moi, Michel Dussier. Allez, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. On parle d'abord culture, l'infatigable communicant du CNRD, du général Mamadi Doumbouya. Civilisé, généreux, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Silla, rue 15. Abdallah, une pensée positive à mon patron, Jobé Beto Sidibé, ministre Fanasouma, Alphonse Charlois. Et hier, j'ai effectué le déplacement pour l'enterrement de Kuntik avec un monde, une grande délégation de l'État guinéen. Paix à son âme, hein. C'est une bibliothèque, hein, honnêtement, qui est partie. Je demande à mon général Mamadi Doumbouya de prendre en charge nos artistes guinéens, puisqu'ils font beaucoup de choses pour la Guinée. Signé l'infatigable communicant du général Mamadi Doumbouya, Monsieur Silla, rue 15. Bonjour ma radio, moi c'est Soariba de Anta. Je vous salue, grand journaliste, et bonne journée à vous. Bonne journée à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs du côté de Anta. On parle sport et du Sili national. Forcément, vous le savez déjà, notre Sili national à nous, hein, si on doit l'appeler comme ça, joue son destin. L'équipe guinéenne qui est à quelques points de la qualification dans un groupe dominé par la RDC qui veut tout rafler dans ses éliminatoires CAN Maroc 2025. 2 matchs plus que décisifs s'ouvrent pour les 23 joueurs convoqués par Michel Dussier. Un défi à relever pour le sélectionneur guinéen nommé dans un moment de forte turbulence. Contre la RDC le 16 novembre 2024, la Guinée n'a pas droit à l'erreur. À défaut d'une victoire, le Sili sera obligé de concéder le nul pour croire à une qualification et battre après la Tanzanie lors de la dernière journée. Mais le football se promène avec son cortège de surprises et les débatteurs avec des tonnes d'analyse. Et vous allez les écouter tout à l'heure. Mohamed Leba, le Sili national joue les 16 et 19 contre la RDC et la Tanzanie. Aujourd'hui, une dernière chance pour notre équipe nationale. Oui, vous l'avez dit, le Sili national n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une victoire.
disons, une victoire, même pas en nul, parce que ça ne nous arrange pas. Il ne faut pas aussi oublier que la Tanzanie, qui quand même nous talonne dans cette course-là, va faire face quand même à cette équipe que nous avons démontée récemment. Voilà, il faut quand même se dire que c'est l'équipe la plus faible, en tout cas selon les statistiques jusqu'à date, de notre groupe. Il faut aujourd'hui quand même craindre beaucoup, parce qu'une victoire de la Tanzanie face à cette équipe-là, ça va être compliqué encore davantage pour la Guinée si on arrive à se heurter à cette équipe congolaise aujourd'hui qui ne veut rien quand même louper, parce que vous allez voir non seulement même la sélection des joueurs, il y a eu beaucoup de retours du côté congolais, et il faut le rappeler. C'est comme si ils se disent encore qu'ils n'ont rien fait pour la qualification, pourtant ils sont d'office qualifiés. Et durant guinéen, il y a eu des retours, enfin des nouveaux visages. Il y a le retour de Julien Janvier, peut-être que quelque chose qui rassure un peu côté défense, parce que vous n'êtes pas sans avoir quand même, c'est vrai qu'on marquait beaucoup de buts, mais on encaisse encore, et puis de quelle façon, parfois de façon flagrante ou de façon vraiment pas avec, c'est comme si on était face à un football amateur et avec des défenseurs moins concentrés par-ci par-là. Nous avons vu lors de la dernière CAN cette paire qui était là, Julien Janvier avec Mouktar Diarabi, ce que ça a donné. Et aujourd'hui, Julien Janvier, heureusement pour la Guinée, il est de retour. De l'autre côté, vous avez le gardien le gardien du Milo FC, celui qui était quand même, voilà, dont la situation était un peu, ça prêtait à débat. Il s'agit de Kemo Touré, dont la situation administrative faisait polémique. Il fait un moment, je crois que vous vous rappelez. Et donc aujourd'hui, la Guinée a quand même du pain sur la planche. Il faut aujourd'hui tout faire, se donner à fond, ne serait-ce qu'une victoire face à la RD Congo, c'est bien possible, cette équipe est bien prenable. Il suffit juste de regarder le match aller, où la Guinée s'était bien comportée jusqu'à ce que notre gardien généreux offre quand même ce but magnifique à l'adversaire. Non, il était très généreux, parce que c'est après, il a récidivé la même chose face à la Tanzanie, des équipes que la Guinée pouvait très bien battre avec le fond de jeu quand même. Lors de ces matchs-là, je crois qu'il faut la sérénité qui nous a animé lors de cette double confrontation. Il faut que cette même sérénité nous abrite pendant le match contre la RD Congo et puis voilà la Tanzanie, parce que jouer la Tanzanie ça va être compliqué, c'est le dernier match et puis ce sera encore en Tanzanie, donc c'est quelque chose disons qui n'est pas encore gagné d'avance, mais la Guinée quand même peut tout faire, déployer toute cette énergie possible contre la RD Congo et pour battre la RD Congo, parce que ça va se jouer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est comme si c'était la Guinée, même si ce n'est pas la Guinée. Ça relance encore le débat sur autre chose concernant l'homologation de ces deux stades là aujourd'hui, mais il faut quand même tout faire, se donner à fond pour venir à bout de cette équipe congolaise. Oui, venir à bout, hein, forcément. Je reviens sur cette précision. Guinée, RD, Congo, je pense que c'est le 16 novembre et non le 14, si je ne me trompe. C'est le 16. 16 novembre. C'est le 16 novembre. Oui, Mohamed Daba, le PM. C'était un lapsus que je devais corriger. Je pense que c'est... On dit le plus souvent, il ne faut pas tuer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Moi, je pense que déjà, la Guinée est qualifiée à partir de ce match contre la RD Congo. Vous n'êtes pas obligé de me croire ni me suivre dans ce cadre parce que j'ai une certaine certitude qui est en train de se dégager dans cette équipe. Vraiment mise en place. La Guinée, c'était pas évident de voir nos joueurs évoluer à l'international, être titulaires dans des grands clubs. Depuis un certain temps, nous avons la chance de bénéficier d'avoir des joueurs maintenant qui ont vraiment un niveau un peu plus élevé aujourd'hui, qui titillent d'autres sportifs, d'autres footballeurs africains, voire même sur le plan mondial. Ouais. Ça fait plaisir de voir notre Diarabé, comme on appelle, notre Guirassy national, vraiment faire ce que nous voyons aujourd'hui, que merveille, le futur ballon d'or. Voir cela, voir des Madi qui est aussi très bien, voir un gardien, vraiment qui est autre que Moussa, notre pimpin aussi au niveau national, mais que nous voyons
avec l'expérience, l'âge, il est en train de devenir très sage sur ce plan aussi. Sinon, ça trouverait qu'on a déjà appris ce qu'il a l'habitude de faire au niveau du championnat national. Mais on voit qu'il est serein sur le plan international. Il se comporte très bien de l'autre côté de la Tanzanie. La même chose au niveau de la défense. On parle de Janvier. Janvier également, c'est l'expérience qui est là. Ouais. On a vu que c'est un garçon solide, une certaine régularité depuis un certain temps. Donc, regardez l'ossature, ce qu'on appelle l'ossature, pas l'ossature, mais la colonne vertébrale de notre équipe, ce que je viens de citer, commencer par le gardien, le défenseur, l'axe central, le milieu avec vraiment Touré et puis Madi, aller au niveau de l'attaque avec l'attaquant que nous avons. Je me dis vraiment... Le score, je ne sais pas, mais j'ai cette conviction, cette croyance que la Guinée va avoir son ticket de qualification dès le premier match avant de confirmer de l'autre côté, engranger les 3 derniers points. Donc aujourd'hui, on a 6 points. La RD Congo a 12 points. Ouais. Avec ces 2 manches, on a la chance d'avoir maximum les 6 autres points, c'est-à-dire avoir 12 points également. Peut-être on finira, la RD Congo va avoir 3 autres points, 15 points, nous serons 2e, ce qui va être vraiment une bonne chose. Si cela n'est pas le cas, la victoire gagnée de l'autre côté en déplacement, même si ça, je crois que c'est en attitude, sauf si je me trompe, du côté de la Tanzanie, peut-être je me trompe, contrairement à d'autres pays, mais ça pourrait nous permettre d'avoir de bons résultats. Nous avons une équipe qui est solide, seulement un seul changement, c'est le retour de Janvier. Le reste, ce sont des personnes qui sont là. Également, la stratégie, la tactique va changer du côté de la RD Congo parce que déjà, le match aller, on l'a joué sans Guirassy. Et Guirassy, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Il y aura une stratégie spécialement conçue pour Guirassy. Comment le maintenir, pour le marquer. D'abord, de l'autre côté, de l'empêcher de marquer, du côté de la RD Congo, une stratégie mise en place spécialement contre lui parce qu'on sait sur le plan international ce qu'il est en train de faire en Ligue des Champions, mais aussi dans le championnat allemand. Donc, ce qui va permettre à d'autres joueurs vraiment de profiter de la stratégie mise en place pour le museler et ils vont vraiment s'épanouir dans ce match contre la RD Congo. Je pense que c'est une bonne chose. Ça se passera devant des milliers de Guinéens qui seront là-bas. Ça ne seront pas moins de 8 à 10 000 Guinéens qui seront dans ce stade au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la Guinée, c'est Conakry qui est en train de... On n'aura pas, la RD Congo ne va pas avoir aussi 10 000 personnes, ça c'est une évidence. Donc là, moi ma conviction, je tire ça de là. Le comportement des joueurs guinéens dans les championnats à l'international, dans les championnats européens, vraiment le niveau d'une seule personne, de l'attaquant guinéen qui marque dans toutes les positions, même si c'est un ballon raté seulement au niveau des épaules seulement. C'est comme Ibrahimovic. C'est quelque chose comme ça. Et voilà, Abramovic, le Suédois, l'ancien Plus les loin. Non, mais comme un karaté. Non, la moindre des choses. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il peut marquer du dos. Le ballon le touche du dos, ça rentre dans le but. L'épaule, ça touche Guirassy. Partout aujourd'hui, le ballon le touche, il est dans la surface de réparation. Ça, c'est le but. Donc ça nous donne, ça fait longtemps, on ne savait pas que le Guinéen, en tout cas notre génération, qu'on allait avoir nous aussi cette aisance, cette joie à regarder le football. Parce que les anciens, peut-être, ils ont connu les Suleiman Chérif et autres, on n'a pas eu la chance d'avoir cela. Nous aussi, on a un autre Guirassy, on a notre Messi. On est sûr qu'on prierait Dieu de ne pas avoir de la blessure pour qu'il vraiment nous mettre des buts, encore des buts et continuer à en parler des buts et avoir 2 ballons d'or. Déjà, le premier est déjà acquis. On cherche un deuxième ballon d'or. En tout cas, nous espérons. Guirassy ballon d'or, c'est déjà fait. Pour nous, dans nos têtes, il faut le dire. Yaya Diallo, la RDC qui se retrouve avec 12 points. 2 matchs qui restent. La Guinée, 6 points. Un groupe très, très serré. La Tanzanie qui guette, en tout cas, cette 2e place avec 4 points. La Guinée qui n'a plus droit à l'erreur parce qu'une seule erreur de la Guinée pourrait le coûter fatal. Tout à fait. Ce qu'on ne souhaite pas, parce que nous avons la Guinée, c'est notre bien commun. Quoique, on peut dire de l'état de santé de notre équipe nationale depuis un bon bout de temps, il y avait un problème des majeurs qui faisait que ça ne marchait pas au niveau de l'équipe nationale. Parce que quand on parle d'une équipe, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une cohésion à l'interne. Donc il y avait des petits clans entre même les joueurs, si vous vous rappelez, pro, anti et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, il faut commencer par déclaniser complètement l'équipe nationale pour qu'elle soit, comme son nom l'indique, une équipe nationale
au service de la nation. C'est ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et au regard de cette sélection, je me rends compte effectivement que nous avons presque tout le monde dedans. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire en sorte que sur le terrain, que nous puissions capitaliser cela, c'est-à-dire que avoir le bon choix et mettre les bons éléments à des bons endroits pouvant nous permettre de décrocher cette victoire-là ou ces victoires-là. Je crois que c'est ce que nous en avons besoin. Julien Janvier qui n'était là, qui a été réclamé depuis un bon bout de temps par les supporters guinéens. Maintenant qu'il est là, nous avions une faille au niveau de la défense, on le disait ici l'autre fois, bien que nous avions pu battre l'Éthiopie, mais nous voyons combien de fois, avec quelle facilité les Éthiopiens pouvaient venir traverser, disons, cette défense-là et créer des dangers au niveau de notre surface. Donc, je pense que là, on a besoin d'avoir, disons, une équipe une équipe défensive très soudée, mais aussi qui communique. C'est très fondamental. Si au niveau de la défense, il n'y a pas une communication pouvant leur permettre comment ça doit se faire, parce qu'on a besoin des techniciens au niveau de la défense pouvant permettre à l'équipe nationale de minimiser un certain nombre de dangers. Mais si l'adversaire, à chaque fois que l'adversaire a la facilité là de pénétrer votre camp, ça pose problème. Naturellement, il faut le milieu aussi qui était défaillant, nous l'avons rappelé, il y avait quand même, disons, cette absence notoire des milieux de terrain ou des milieux de terrain en tout cas qui pouvaient permettre à Guirassy, enfin à Sékou Guirassy de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. C'est vrai que les choses vont changer et c'est en cela que c'est très fondamental aujourd'hui qu'on puisse avoir des stars au niveau international. Ça crée cette émulation, mais cette influence internationale ou africaine. Naturellement, on va dire que il y a Guirassy là-bas, ça fait peur. Donc les uns et les autres vont commencer à prendre des dispositions, des précautions pour pouvoir contrer ou peut-être minimiser son impact sur le terrain. Autant qu'il faut le faire chez nous ici pour que nous puissions utiliser et Guirassy à bon escient pour qu'il puisse créer la différence. C'est vrai que c'est une équipe, mais aujourd'hui, c'est lui qui semble être le plus réaliste. Avec tout ce que nous avons ici comme attaquant, il y a Bayo dedans, il y a Ali Badra, il y a un certain aussi Al-Gassimou qui est venu. Donc, je crois que là, on a besoin de voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est cela, la combinaison, elle est très fondamentale. Et je pense que là, Michel ne doit pas pouvoir, l'équipe staff technique ne doit pas pouvoir jouer avec cette sélection, avec ces classements. Il faut qu'on ait des hommes qui sont capables de pouvoir faire un certain nombre de choses. On n'a pas besoin de cette erreur-là. Et c'est par le passé, c'est Filoka. On a besoin de ces gens-là. Et Guirassy, naturellement, il fera son mieux, mais cela dépendra surtout du milieu. Et heureusement que le jeune Camara est de retour. Agibou, Morlaï avec Mais il était là, sûrement il était touché. C'est ce qu'on avait rappelé. Il était là. On avait discuté la semaine passée sur ça, on avait dit qu'il était là, mais il était. On se demandait pourquoi. On s'est posé la question, c'est un auditeur qui nous apprenait qu'il était. Qu'il ne se portait pas bien. Donc c'est pour autant dire que sur le terrain, il est là. Et nous connaissons la vitesse d'Agibou. Nous connaissons sa détermination sur le terrain. Donc, on a besoin d'un Agibou, d'un Ablaye Touré, de l'autre côté aussi Morlaï, pour qu'il y ait une très belle combinaison, ce qui pourra faciliter à Guirassy de pouvoir pénétrer et pourquoi pas créer la différence. Bien, avant de rendre l'antenne, on va rappeler la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de Michel Dussier. Les gardiens, on a Moussa Kamara Pimpin, Kémo Touré et, est-ce que je lis bien, Mori Keita. À la défense, Julien Janvier, Antoine Conté, Ibrahim Sori Conté, Ibrahim Diakité, Nabi Oulare, Seydou Sow, Isiaga Silla et Sekoumar Silla au milieu de terrain, Agibou Kamara, Madi Kamara, Seydou Bassissé, Chekoumar Kondé, Morlaï Silla, Abdoulaye Touré. À l'attaque, Aliou Badara et Baldé, Al-Gassimouba, Mohamed Bayo, Kande Diawara, François Kamano et Sékou Guirassy pour le programme Guinée-RDC 16 novembre 2024, Guinée-Tanzanie, pardon, 19 novembre 2024. Donc bonne chance donc à notre 11 national, il faut le dire. Il y avait un problème. Rapidement, il y avait quelque chose, il y a un problème qui nous coûtait la victoire ces derniers temps-là, c'était le 11 de départ. C'est que la Guinée manquait en 11 de départ. Tout le temps que Kaba Diawara a fait, il n'a jamais
eu un 11 de départ. Et c'est très important, constant. C'est parce qu'il cherchait les joueurs, maintenant les autres ont eu ce qu'il fallait. C'est les mêmes joueurs qui sont là. Oui, mais il cherchait. On ne va pas ouvrir notre débat rapidement, Mohamed, parce qu'il faut aujourd'hui continuer avec le même classement. Bien. Voilà, il ne faut pas déranger. On ne change pas l'équipe qui gagne. Au cours du match, si un joueur s'avère un peu faible, il faut le changer. Bien. Il ne faut surtout aussi pas retarder les changements, surtout concernant Kamano. Concernant Kamano, il insiste. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed. Merci Abdallah, merci à ces 14 millions de sélectionneurs de la Guinée. Bien, allez, c'est déjà compris. Merci Yaya Diallo. Merci à tous. Le débat continue. Vous pourrez en tout cas continuer le débat qu'il a redémarré dans ce studio chez vous. Continuez vos sélections. En tout cas, Michel Dussier a fait sa sélection et il faut attendre encore les 16 et 19 pour voir la suite des choses. Merci à l'équipe technique du jour, à la production, le seul Gakanki important du pays, Moussa Dramé. Merci à Mamadou Diallo, côté Régie Radio, à Salimatou Sissé, à Vabako Ivogui, le sorcier, côté télé. Merci à notre réalisateur qui est un peu convalescent, Michel Ouamounou, notre pensée de ce côté, à notre Sano, grand réalisateur, grand monteur, il faut le dire. Merci à tous et à toutes, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.